Le Parlement chez vous, une émission bimensuelle initiée par NDI en collaboration avec l'URTEL, avec le concours de l'ORTM et l'appui de l'USAID. Le Parlement chez vous se veut une émission d'information, de sensibilisation, d'échanges interactifs afin de permettre à l'Assemblée nationale d'être connue de l'ensemble de nos concitoyens. Pour participer à l'émission, téléphonez au 20 20 27 47. Le Parlement chez vous, tous les dimanches à 15 h sur votre station. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Le Parlement chez vous. À la technique, Seydou Dao et au micro, Seydou Baba Traoré. La lutte contre la corruption, c'est le thème de ce numéro. Pour en parler, nous avons comme invité les honorables Al-Kaidi Mahmoudou Touré, député élu à Diré. Bonjour. Bonjour. Et Zoumananti Doumbia, député élu à Bougouni. Bonjour. Bonjour. Et au compte de la société civile, M. Cheikh Omar Dambélé, expert comptable. Bonjour. Bonjour. L'émission comporte deux chapitres, à savoir la loi numéro 14015 ANRM portant prévention et répression de l'enrichissement illicite et son esprit, la corrélation entre cette loi et la lutte contre la corruption. Le 16 mars 2014, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 14015 ANRM portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Selon l'article 1er alinéa 2 de cette loi, l'enrichissement illicite est un délit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par enrichissement illicite? Pourquoi une loi sur la prévention et la répression de l'enrichissement illicite? Qui peut être touché par cette loi? La présente loi prend-elle en compte la lutte contre la corruption? Pourquoi la corruption perdure encore et toujours chez nous? J'en passe. Encore une fois, bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour. Ma première question s'adresse à vous, honorable Al-Kaidi Mahmoudou Touré. Qu'est-ce qu'on entend par enrichissement illicite? Merci beaucoup Seydou Baba Traoré et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Bonjour mes chers amis, monsieur Maître Zoumananti Doumbia et de Cheikh Dambélé. Et merci pour cette question. L'enrichissement illicite au sens de la loi qui porte prévention et répression de l'enrichissement illicite, c'est l'augmentation substantielle du patrimoine d'un individu sans qu'il puisse justifier les raisons qui ont amené à cette augmentation. Et il y a un champ qui définit les personnes qui peuvent être touchées par cet enrichissement illicite. C'est-à-dire il y a un champ, c'est-à-dire c'est pas tout le monde. Ça c'est la définition de l'enrichissement illicite au sens de la loi. Ok. Maître honorable Doumbia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je crois qu'au terme de la loi, l'honorable Maître Al-Kaidi a donné la bonne définition. Seulement, ce que je voulais ajouter, c'est que à chaque fois que le terrain de vie d'une personne change et qu'il peut apporter la preuve, on suppose, en tout cas au sens de la loi, on peut parler d'enrichissement illicite. Ça voudrait dire quoi? À chaque fois que vous avez des biens, vous devrez être à mesure, en fonction de vos revenus, de justifier en fait l'origine de ces biens-là. Mais tant que vous n'arrivez pas à apporter la preuve que vous avez légitimement acquis ces biens, dans ce cas, on peut parler d'enrichissement illicite. Je me tourne vers vous, Monsieur Dambélé. Effectivement, par rapport à la définition, nous pensons que il y a un certain nombre d'éléments qui sont là, qui rentrent en ligne de champ, comme vient de le dire l'honorable Touré. On parle d'abord de l'augmentation substantielle du patrimoine et le fait aussi que vous ne soyez pas en mesure de justifier, parce que c'est là où découle effectivement tout le problème à ce niveau. Et effectivement, comme il a si bien dit, il y a le champ aussi qui est applicable, qui rentre dans le champ, qui ne rentre pas dans le champ à ce niveau. Okay. Je pense que sur ce plan, la définition nous convient. Ok. Honorable Doumbia, pourquoi une telle loi? Pourquoi cette loi? Parce que, en fait, tout n'est pas souvent visible. Mais là où on peut traquer les gens par rapport à l'enrichissement illicite, ça c'est bien énuméré dans ce texte-là. Et puis ce texte passe du fait que ceux-là qui sont ordonnateurs ou comptables des deniers publics
doivent pouvoir justifier à un certain moment leurs biens. Et nous avons vu, il y a des gens qui dissimulent leurs biens pour échapper. Donc, cette loi permet quand même de faire ramener tout le monde dans le même giron pour permettre à ce qu'on puisse percevoir la notion d'enrichissement illicite. Honorable Touré, vous en tant que société civile, est-ce qu'une telle loi est adéquate? Par rapport au contexte aujourd'hui, oui, nous pensons que la loi est adéquate. Et effectivement, ça vient compléter un certain nombre d'armadas que l'État a eu à mettre en place pour la lutte contre la corruption. Parce que ce qu'il faudrait rappeler, c'est que depuis l'indépendance, depuis la Première République jusqu'à nos jours, on a effectivement eu des textes de loi pour lutter contre la corruption. Ça, on l'a eu avec la Première République, la Deuxième République. On va en parler au cours de l'émission. Ainsi de suite. Honorable Touré, au niveau de l'Assemblée nationale, vous, en tant que député, quel est l'esprit de cette loi qui a été votée en mars dernier? Bon, en fait, l'esprit de la loi, c'est que la lutte contre la corruption, je crois que on a mis tellement de moyens, on a fait tellement de déclarations pour lutter contre la corruption, mais on ne peut pas. Et on était toujours dans les questions standards, c'est-à-dire il faut toujours on poursuit quelqu'un parce qu'il a détourné. Et c'est vous, le ministère public qui poursuit, qui doit apporter la preuve que la personne a détourné. Mais ici, dans l'enrichissement illicite, il y a le renversement de la preuve. C'est vous qui devrez apporter la preuve que ce que vous avez acquis est illicite. Ce n'est plus ceux qui vous poursuivent qui vont vous le démontrer. Mais est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas un abus? Non, ce n'est pas un abus. Mais si vous avez légalement acquis un bien, comment vous ne pouvez pas apporter la preuve que vous l'avez légalement acquis? C'est ça. Donc c'est le renversement de la preuve qui est l'innovation dans la lutte contre la corruption. Parce que c'est vous qui apportez maintenant. Dès l'instant que votre train de vie change, on vous a vu l'autre jour en train de vendre des bananes, et subitement vous construisez des étages, donc votre train de vie a changé. C'est à vous d'apporter la preuve que j'ai eu une nouvelle affaire dans laquelle j'ai fait des bénéfices. C'est pourquoi je suis en train de réaliser. Donc je ne suis plus vendeur ou vendeuse de bananes, mais aujourd'hui je suis entrepreneur, je suis un commerçant, je suis un importateur, ainsi de suite. Donc c'est le renversement de la preuve, c'est ça l'innovation dans la lutte contre la corruption. Parce que c'est vous qui devrez apporter maintenant la preuve que ce que vous avez acquis est licite. Est-ce que ça peut constituer d'échappatoire? Parce que nous sommes dans une société où c'est plus facile avec les relations, j'ai mon cousin, j'ai ma cousine, le petit frère du cousin, etc., qui peuvent servir de paravent. Vous, en tant que société civile, est-ce que vous ne pensez pas que, en tout cas, les gens arriveront à sortir entre les mailles des filets? À ce niveau, je pense que le fait du renversement de la preuve, pour nous, à la limite, c'est un peu un abus dans la mesure où, si vous accusez quelqu'un, il faudrait que vous soyez en mesure d'apporter la preuve. Maintenant, charge à la personne de prouver effectivement ce que vous avez apporté, qu'elle est bonne ou pas. Parce qu'à ce niveau, on se dit, il faudrait que si nous mettons quand même en place un mécanisme, il faudrait que ça soit entouré d'un certain nombre de textes et de modalités pratiques d'application en la matière. Honorable Doumbia, réaction? Mais je crois que l'innovation majeure, c'est le renversement de la preuve. Et au-delà de ça, tout individu peut dénoncer le changement de train de vie d'un citoyen. Mais à ce niveau, parce que quand vous parlez d'abus, c'est à ce niveau qu'il peut y avoir des abus. Mais là, dans la loi, on a pris des garde-fous. Parce que pour éviter qu'on tombe dans la délation, parce que nous sommes dans une société où la délation fait pignon, mais pour éviter que ça ne soit seulement de la délation, il est prévu dans la loi que toutes les fois où quelqu'un est poursuivi et qu'on a pu apporter la preuve, qu'il puisse se retourner vers le parquet, qu'il puisse lui donner les pistes nécessaires par rapport à celui qui a fait la dénonciation. Bon, je ne parlerai pas de la dénonciation, ça devient de la délation. Et que la personne victime de poursuites arbitraires pourra se retourner contre l'auteur de la délation. Donc, je crois que les garde-fous sont bien prises au niveau de la loi pour qu'on évite, pour éviter quand même les abus. Mais vous l'avez dit, qu'on peut échapper avec ses cousins et autres. Mais c'est pourquoi je dis, c'est ça l'intérêt de l'enrichissement illicite, de cette loi-là. Parce que même le cousin qui
ma foi, veut couvrir l'autre, il sera tenu de prouver maintenant l'origine de ses biens. Et en remontant... Mais s'il n'est pas chose dans la liste de ceux qui sont énumérés ici par la loi. Non, la liste de ceux qui sont énumérés, ça c'est ceux qui doivent déclarer leurs biens avant de rentrer en fonction. Mais ça n'a rien à voir avec tout citoyen là. Quand vous changez de terrain de vie, on peut vous poursuivre pour enrichissement illicite. Même le cultivateur. Même le cultivateur, s'il n'arrive pas, s'il a changé de terrain de vie, si c'est bien, il y a eu augmentation substantielle de ses biens, il doit pouvoir justifier l'origine de ces biens-là. Okay. Que ça soit licite ou illicite. Okay, il doit montrer la licéité de l'acquisition de ces biens. Ok. Maître, honorable Touré, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais ajouter, c'est-à-dire, Maître vous l'a expliqué, donc, c'est-à-dire, on dit, parce qu'on permet à des gens de dénoncer d'autres. Ça veut dire que dans ça aussi, ces personnes ne vont pas échapper à la dénonciation calomnieuse qui est connu comme délit. Quand vous accusez quelqu'un de ce qu'il n'a pas fait, il peut se retourner contre vous pour dénonciation calomnieuse. Mais par rapport à ce que vous dites que les cousins, mais il faut qu'on change de mode de vie. On ne peut pas être dans un état démocratique sans qu'on change de mode de vie. Vous voyez dans les pays occidentaux, quand vous-même on vous donne, votre père vous lègue une succession, vous faites l'inventaire. S'il n'est pas positif, vous laissez. Vous renoncez à ça. Vous ne pouvez pas prendre son passé, vous dites non, moi je ne prends pas cette succession parce que je ne veux pas. Donc il faudrait que les gens changent. Si votre cousin vous a donné quelque chose, mais qu'il fasse un acte de donation. Si vous avez un acte de donation comme quoi c'est une personne qui vous a donné, où est le problème? Il faut que les gens changent, il faut que les gens aient un mode de vie beaucoup plus organisé. Donc je crois qu'il n'y a aucun abus et il n'y aura pas d'abus. Maintenant, le renversement de la preuve, comme l'a dit M. Dambélé, il faudrait que les gens comprennent. On vous accuse de quelque chose, on apporte la preuve, ou vous apportez la preuve, c'est la même chose. L'essentiel, c'est que si moi j'ai un bien que j'ai légalement acquis, si on me dit d'apporter la preuve, je vous montre le papier, voilà. J'ai eu ça dans tel bien, ou c'est mon frère qui m'a donné, c'est ma soeur qui m'a donné, voilà la preuve, c'est tout. Maintenant, il faut que tout soit écrit. Et c'est à ce mode-là qu'on vient, parce que tout ce que nous faisons, c'était verbal, c'était oral. Donc, il faudra absolument aujourd'hui qu'on arrive à l'écrit, que tout ce qu'on acquiert dans son patrimoine, il faudrait que ce soit écrit. Okay. C'est simplement cette exigence. Honorable Touré, je reste avec vous. Qui peut être touché par cette loi? Bon, la loi, il y a l'article énumère toutes les personnes qui peuvent être touchées, c'est-à-dire tous ceux qui gèrent les deniers publics peuvent être touchés par cette loi, mais l'énumération est dans la loi. Et vous pouvez lire vous-même l'article en question. Ok, monsieur Dambélé. Mais c'est un peu long, quoi, c'est justement pour ça. Vous pouvez nous lire quelques passages de cet article? Par rapport à la loi, il a si bien dit, au niveau de l'article 3, on dit sont assujettis à la présente loi toute personne physique, civile ou militaire dépositaire de l'autorité publique, chargée de services publics, même occasionnellement ou investi d'un mandat électif, tout agent ou employé de l'État, des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d'État, des établissements publics, des organismes coopératives, unions, associations ou fédérations de 10 organismes, des associations reconnues d'utilité publique, des ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l'État ou une collectivité publique, une fraction de capital social, et de manière générale toute personne agissant au nom ou pour le compte de la puissance publique et ou les moyens ou les ressources de celle-ci. Okay. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, honorable Doumbia? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que la liste n'est pas exhaustive. Hein. C'est-à-dire quand vous prenez l'article qui définit l'enrichissement illicite, à chaque fois qu'un citoyen change de terrain de vie, à chaque fois qu'il y a augmentation substantielle du patrimoine de quelqu'un, sans pour autant qu'il ne puisse apporter la preuve de la licéité d'acquisition de ces biens, il est poursuivable. Mais au-delà de ça, il faut faire la différence entre ceux qui sont astreints à la déclaration de leurs biens avant d'entrer en fonction. Est-ce que vous pouvez nous lire, en tout cas, ceux qui sont effectivement assujettis à la déclaration de leurs biens? Vous savez, vous voyez, au niveau de l'article 9, il est bien dit, sont assujettis à la déclaration des biens les présidents et chefs des institutions de la République, les ministres et les personnes ayant rang de ministre, le vérificateur général adjoint et les vérificateurs, le médiateur de la République, les membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, les membres de la CENTIF,
les présidents de conseils d'administration des organismes personnalisés, les gouverneurs, ambassadeurs et consuls généraux, les préfets et sous-préfets, les élus nationaux, régionaux, locaux et communaux ordonnateurs ou ordonnateurs délégués de budget, les secrétaires généraux des départements ministériels, les directeurs nationaux ou généraux des services et entreprises publiques, les directeurs des finances et du matériel des départements ministériels et ceux qui en font office au niveau des institutions de la République, les premiers responsables des autorités ou institutions de régulation sectorielle, les chefs de juridiction et de parquet, les magistrats du siège, du parquet et de l'ordre administratif, les chefs d'état-major, directeurs, chefs des services centraux et assimilés de l'armée, de la gendarmerie, de la police, de la garde nationale, de la police nationale et de la protection civile, les directeurs régionaux des services entreprises publiques, les régisseurs, le chef de bureau des domaines et du cadastre, tout agent de l'État, des collectivités locales ou des établissements administratifs publics chargés de la fonction d'ordonnateur ou de comptable public, tout responsable chargé de la passation des marchés publics et tout responsable des services financiers d'assiette ou de recours. Ok. Honorable Touré, concrètement, quand on veut interpréter l'article 9 de cette loi, je vois bien par là que moi je ne suis pas concerné, je suis simple agent de l'État. Et quand mon train de vie change du jour au lendemain, est-ce que je peux être interpellé par la loi? Ben, si on vous dénonce en tant que vous êtes un agent de l'État. Dans tous les cas, même je ne suis pas ordonnateur des même si vous n'êtes pas ordonnateur, à partir du moment où vous êtes en train de faire un train de vie qui dépasse quand même votre cadre de travail, je crois qu'on devrait au moins vous demander. Mais ce qui est clair quand même, la loi c'est la loi. C'est les personnes qui sont énumérées ici qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine. À partir du moment où on vous dit pas, vous n'êtes pas assujetti à la demande de déclaration de patrimoine, je crois que peut-être vous pouvez échapper. Voilà, parce que la loi, c'est ça, c'est limitatif. La confusion à mon niveau, c'est ça. Non, il n'y a pas de confusion. Assujettis à la déclaration des biens et ceux qui peuvent être interpellés par cette présente loi. Exactement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, là-dessus, comme vous l'avez si bien dit, au fait, il y a le champ parce que c'est deux contextes bien différents. Il y a ceux qui, au moment de rentrer en fonction, comme notamment nos honorables députés, il faut quand même leur faire voir ça. Eux-mêmes, ils sont dedans. Quand on parle des élus nationaux, effectivement, ils se sont mis dedans délibérément pour effectivement montrer qu'ils ont aussi la possibilité de déclarer leurs biens, comme c'est si bien dit. Mais à côté de cela, nous avons aussi tous ceux qui sont là pour gérer les deniers publics. Quand vous avez une parcelle de pouvoir par rapport à l'ordonnancement et autres, comme c'est bien dit dans le texte, à ce niveau, oui, vous pouvez être poursuivi quand il y a un changement de train de vie. Toujours par rapport à l'article 9, honorable Doumbia, la sincérité peut résider à quel niveau? Parce que une chose est de dire, voilà, je possède telle ou telle chose comme bien, mais une autre est la réalité des choses. Comment on va vérifier que effectivement tel agent possède réellement tel bien, mais pourtant il n'a pas déclaré? Mais c'est pourquoi d'ailleurs la sincérité doit être de mise au niveau de celui qui déclare. Parce que si vous ne déclarez pas, ça veut dire que vous avez enfreint à la loi. Et là, vous êtes poursuivable. En dehors même de... Parce que la fausse déclaration est une infraction à la loi. Et ce que je puis ajouter, c'est que, en fait, la liste des personnes assujetties à déclarer leurs biens est établie en fonction de leur degré de responsabilité vis-à-vis de l'État. Mais ça n'exclut pas les autres citoyens qui ont d'autres patrimoines, qui ont une augmentation substantielle de patrimoine dont ils ne peuvent pas prouver. Seulement, l'article 9 énonce les personnes assujetties à la déclaration des biens. Et là, ces personnes-là sont assujetties en fonction de leur degré d'implication dans la gestion de la chose publique. Honorable Touré. Oui, effectivement, c'est ce que je vous avais dit. Parce que la loi, elle est précise. Parce que tout ce qui n'est pas dans la loi, vous ne pouvez pas l'appliquer à quelqu'un. Et si votre train de vie a changé, ça veut dire tout simplement que vous avez peut-être pu changer d'agence, vous avez une responsabilité ou vous avez ramassé une caisse de dollars.
Par rapport à la sincérité, c'est vous. Si vous ne le faites pas, c'est vous. Parce que la fausse déclaration, comme l'a dit l'honorable de Doumbia, c'est un délit. Donc la sincérité, c'est par rapport. Si vous faites une fausse déclaration, vous voyez tous les jours les gens qui font des fausses déclarations dans les pays où la loi est respectée, ils sont obligés de démissionner de leur fonction pour avoir menti. Donc c'est à vous c'est vous qui venez volontairement dire ce que vous possédez. Mais si vous dissimulez vos biens, le fait de dissimuler les biens pour ne pas être assujetti pour ne pas rentrer dans le cadre de la loi, je crois que c'est vous-même qui avez sciemment et délibérément violé la loi. Donc en ce moment, quand on viole la loi, on s'attend à une sanction. On constate au niveau de cet article que même vous les élus, vous êtes concernés. Ça a été facile au niveau du vote? Non, je crois qu'il faut faire la nuance. En fait, il est dit dans l'article 9, les élus nationaux communaux, ordonnateurs ou ordonnateurs délégués. Ok. Voilà. Ça voudrait dire quoi? Si vous prenez l'Assemblée nationale du Mali, c'est que les ordonnateurs et les ordonnateurs délégués sont connus. C'est le président de l'institution, c'est les questeurs. En fait, l'idée de cette déclaration-là, c'est sous-tend le fait que vous gérez, vous êtes ordonnateur ou comptable des deniers publics. Donc, à ce niveau-là, il faut faire la différence. Ok, d'accord. L'article 6, honorable Touré, l'article 6 de cette loi prévoit la création d'un service central de lutte contre l'enrichissement illicite, qui est une autorité administrative indépendante dotée d'autonomie financière. Honorable, n'est-ce pas là un autre fardeau pour le contribuable? En fait, ce n'est pas un fardeau, parce que dans tous les cas, je crois qu'il faudra absolument qu'on ait un service quand même qui s'occupe de ça. Parce que vous voyez... On a déjà le vérificateur général, on a la CASCA, on a d'autres pôles de contrôle. On va en créer encore. Chacun est dans son domaine. Et ici, vous-même, vous voyez, il faut absolument qu'on puisse avoir un service qui puisse organiser. C'est tout. C'est-à-dire aucun de ces services n'empiète sur l'autre. Et au niveau de cet article-là, pour même l'adopter comme ça, on a eu beaucoup de difficultés. Parce qu'on a dit que ça chevauche sur un autre service. Il faudra absolument, mais je crois qu'à la fin des discussions, on est arrivé à le maintenir. Il faudra absolument qu'il y ait un service qui fasse la part des choses devant lequel les gens doivent pouvoir répondre. C'est tout. Ce n'est pas dans un autre cadre, ce n'est pas pour le contrôle. Il ne va pas empêcher au vérificateur de faire sa vérification, il ne peut pas empêcher à la cascade de faire ses contrôles. Ça n'empiète sur rien, mais il faudrait absolument, ces missions sont énumérées là-dedans, c'est que l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, parce que dans tous les cas, l'enrichissement illicite et la corruption, c'est autre chose. Et les autres services, à ce que je sache, parlent de la corruption. Alors que là, c'est une forme nouvelle de lutte contre la corruption qui est l'enrichissement illicite. Il faudrait absolument qu'il y ait un service qui n'est pas le même service qui s'occupe de la corruption. Je crois que c'est à ce niveau seulement. Monsieur Dambélé, vous trouvez opportun la création de ce service? Oui, moi je pense qu'il faudrait que les organes travaillent en bonne intelligence. Parce qu'en réalité, comme vous l'avez dit, on a pas mal d'organisations. Il faudrait qu'ils communiquent ensemble, qu'ils aient une plateforme pour pouvoir communiquer afin que par rapport aux travaux des uns et des autres, les autres aussi peuvent se servir de ça pour pouvoir avancer. Je pense qu'il nous faut beaucoup plus ça aujourd'hui. Effectivement, quand vous mettez en place, comme il a dit, l'enrichissement illicite avec la lutte contre la corruption, c'est pas la même chose. Nous devons effectivement avoir un organe par rapport à cela. Oui, comme l'a rappelé l'honorable maître Al-Kaidi, l'adoption de cet article a posé beaucoup de débats. Et même au niveau de la commission, nous en avons discuté sérieusement parce que nous nous sommes dit, est-ce que ça ne va pas être un organe de trop? Est-ce qu'il ne faut pas refondre certains services pour quand même une plus grande amélioration? Mais nous sommes venus à la conclusion que c'est une innovation parce que ça concerne l'enrichissement illicite. Et à lire les missions assignées à l'Office central, c'est que ce n'est pas pareil que pour le vérificateur, que pour le contrôle général des services publics et autres. En fait, l'Office est là spécifiquement pour l'enrichissement illicite. Et les autres sont là pour un peu la corruption. Donc, il y a une nuance à ce niveau-là.
Donc il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas d'empiètement sur les champs des autres structures de vérification. Ok, d'accord. Honorable Touré, quels sont les moyens que l'Assemblée va se donner cette fois-ci pour que les petits poissons seuls ne tombent pas dans les mailles des filets? Bon, je crois que l'Assemblée nationale, son devoir est connu. Hein. Si l'Assemblée remplit ses missions, ses missions sont connues. Parce que l'Assemblée est au-dessus de tout. Le gouvernement fait et exécute. L'Assemblée est là pour faire, d'abord pour voter les lois, pour les faire appliquer et pour les suivre. Malheureusement, je crois que peut-être mais je vous dis, ce qui ne va pas, ce qui ne facilite pas la tâche, que ce soit au niveau de la corruption, que ce soit l'enrichissement illicite, que ce soit toutes les formes de corruption, c'est que nous sommes dans des pays où l'impunité, c'est elle qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir de cet engrenage. Tant que l'impunité reste là, on ne va pas s'en sortir. Et là, on ne finira pas avec l'impunité. Pourquoi? Parce que chaque gouvernant protège ses militants. Ça ne peut pas aller. Il faudrait qu'on sorte de ce système-là. Ça ne peut pas aller. Vous êtes dans un système, vous protégez des gens et vous voyez, c'est-à-dire la difficulté de la lutte contre la corruption. C'est du fait que ceux qui détournent ne détournent pas pour un seul. Ils détournent parce qu'ils ont la couverture derrière. Et c'est parce qu'ils partagent que c'est difficile. Vous êtes dans le système. Quelqu'un a détourné, il vous a donné. Je crois que vous n'aurez jamais voulu qu'on poursuive la personne parce qu'il va citer votre nom. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, on sorte de ça. Parce que c'est un problème de mauvaise gouvernance. C'est ce qui amène la corruption. Et tant qu'on va rester dans le fait que moi je suis dans le pouvoir, ceux qui sont avec moi peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne seront pas poursuivis, vous ne pourrez pas poursuivre les autres. Et vous aurez des difficultés parce que même si vous le faites, on dira que vous avez fait de l'injustice. Donc c'est l'injustice qui est aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui la corruption, elle ne peut pas baisser, elle ne peut qu'augmenter. Parce qu'il y a toujours le fait partisan qui est là, qui fait qu'aujourd'hui on ne sanctionne pas ceux qui ont fauté. Et tout simplement parce qu'ils sont dans le système et ils sont avec moi. Honorable Doumbia, l'Assemblée, c'est en quelque sorte la boîte politique. Tout se joue à ce niveau. Comment faire pour que ça change? Je crois que l'honorable Al-Kaïdi a touché à l'essentiel, mais en tant que président du réseau des parlementaires pour la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, je vais interpeller la société civile à ce niveau-là. Parce que je crois que l'Assemblée a joué sa partition. Parce que quand vous prenez le rôle, l'Assemblée ne fait que légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Nous avons légiféré, nous avons mis une loi, nous avons voté une loi. Maintenant, son application, ce n'est pas le fait de l'Assemblée. C'est maintenant la société civile qui doit pouvoir avoir le courage de dénoncer. C'est la société civile qui doit avoir le courage en toi, de jouer son rôle de veille. Rôle de veille, pourquoi? Parce que si c'est le politique qui doit mettre cette affaire-là en marche, comme l'a dit l'honorable Al-Kaïdi, nous sommes dans une société où la tendance, c'est que le politique a tendance à protéger en tout cas ceux qui sont de son côté. Voilà. Mais maintenant, le rôle de la société civile à ce niveau-là est capital. Et je crois que mon réseau aussi est là pour travailler en synergie avec la société civile pour pouvoir dénoncer certaines pratiques, pour pouvoir dénoncer ceux qui sont, en tout cas, présumés être des délinquants d'enrichissement illicite. Parce que, ce qui est sûr, il faudrait que notre société aussi change. Parce que nous pensons qu'aller dénoncer quelqu'un, en tout cas, n'est pas conforme à nos valeurs. Alors que la personne est en train de puiser le sang de nous tous. Donc il faudrait qu'on ait le courage de dénoncer les gens et que la justice puisse faire pleinement son rôle. Si nous dénonçons et que la justice ne fasse pas son rôle, là, dans ce cas, les parlementaires peuvent monter pour dénoncer. Mais le premier rôle à ce niveau-là aujourd'hui revient à nous tous, société civile, politique, gouvernement, monde judiciaire, en tout cas à nous tous. Je me tourne vers vous, Monsieur Dambélé. Vous êtes timide dans vos réactions, vous ne dénoncez pas.
La société civile, dans ce combat, quel doit être son rôle? Est-ce que réellement la société civile joue pleinement son rôle? À ce niveau, je dirais que la société civile joue son rôle, mais nous sommes dans un système, comme il vient de le dire, où il y a la collusion, il y a l'entente. Et quand il y a l'entente, effectivement, c'est difficile. Parce qu'on se rend compte que nous avons fait de beaux textes, mais tant que l'application est à géométrie variable par rapport aux gens, comme on vient de le dire, effectivement, c'est difficile. Et tant qu'il n'y a pas de sanction derrière. Concernant par rapport à ce que l'honorable vient de dire, pour dire effectivement qu'on est issu d'une société où on se dit dénoncer quelque chose, c'est contre les valeurs et autres là. Non, je pense que quand on prend un peu, même suivant nos histoires, il y a eu des cas où les gens ont eu à dénoncer, mais malheureusement, tant que la personne dénoncée est au niveau du pouvoir, est avec le pouvoir en place, effectivement, ça ne va nulle part. Peut-être qu'on peut prendre la personne pour 2 ou 3 jours, mais après, les poursuites se terminent toujours en queue de poisson. Je pense qu'à ce niveau, comme il l'a dit, c'est le boulot de tout le monde. Il faudrait que nous, aujourd'hui, on accepte de dire, écoutez, trop c'est trop, on s'arrête pour faire le point par rapport à cela. Dire, nous ne sommes plus d'accord par rapport à telle chose. Parce que c'est à cause de cela, effectivement, qu'on se retrouve, le pays, même économiquement, se retrouve aujourd'hui à cela. L'intégrité, qui doit être le fondement de tout acte public, ne l'est pas. Est-ce qu'à ce niveau, la société civile va faire sa mue? Non, la société civile ne peut pas faire sa mue. On va continuer à organiser des débats, à faire des dénonciations. Je pense que la société civile est déjà en train d'organiser un regroupement pour cela, afin de pouvoir discuter, afin de pouvoir informer le public par rapport à tous les actes qui se passent tous les jours. Ok. Je vous rappelle que le Parlement et la lutte contre la corruption, c'est le thème de cette émission. Pour y participer, téléphonez au 20 20 27 47. Le Parlement chez vous, tous les dimanches à 15h sur votre station. Ok, nous abordons à présent la deuxième partie de l'émission consacrée à la corrélation entre la loi et la lutte contre la corruption. Je me tourne vers vous, Monsieur Dambélé. Qu'est-ce qu'on entend par corruption, selon vous? Selon nous, la corruption consiste à l'abus d'un pouvoir reçu en délégation pour des fins privées. À ce niveau, par rapport à cette définition, on retient 3 éléments. L'abus des fins privées et le fait d'avoir un pouvoir délégué. Ok. Honorable Touré, oui. Vous avez d'autres votre définition? Non, moi je voudrais juste rebondir un peu, aller un peu en arrière par rapport à la société civile et par rapport à la justice. J'ai dit la société civile de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons dans nos sociétés des sociétés civiles fortes. Aujourd'hui, vous voyez, on crée des associations, on dit elles sont apolitiques, mais apparemment, si vous voyez à la fin, elles sont toutes politiques. C'est ce qui fait la difficulté. Alors que le travail de l'association, c'est un travail désintéressé. Mais dès l'instant que c'est pour avoir un poste ou bien pour avoir un marché, je crois que ça pose problème. Et je souhaite qu'on laisse la paix à la justice. La justice, là, elle ne se corrompt pas elle seule. C'est les politiques qui corrompent la justice. Si vous ne vous demandez pas de faveur à la justice, mais je crois que quelqu'un ne va pas simplement de son propre gré parce que ça lui fait plaisir aller violer la loi. Donc vraiment, je suis d'accord avec sa définition sur la corruption, mais je voudrais quand même rebondir sur ces 2 points. Ok. Honorable Doumbia, la corruption? Non, je crois que on ne peut pas trouver meilleure formule que ce qui a été annoncé par M. Dambélé. Seulement, ce que je voulais dire, c'est la corruption, c'est à plusieurs niveaux, c'est à plusieurs angles. Je crois qu'au cours du débat, on pourra approfondir davantage. Ok. La lutte contre la corruption, Monsieur Dambélé, c'est depuis la Première République, la Deuxième République en a fait aussi ce qu'elle peut faire, a fait ce qu'elle peut faire. La Troisième République, il y a eu trop de textes, en tout cas sur la lutte contre la corruption. Mais jusqu'ici, le mal perdure. Selon vous, qu'est-ce qui est en cause? Selon nous, d'abord, comme on a l'habitude de le dire chez nous, que le poisson pourrit par la tête, il se trouve que c'est le premier responsable. Parce que le pays, c'est comme une famille à l'échelle nationale. Quand vous fixez des règles en tant que chef de famille, il faut que vous soyez le premier à respecter ces règles. Mais si vous êtes le premier à bafouer ces règles au pied, c'est sûr que les enfants vont suivre. Effectivement, aujourd'hui, on est à ce niveau. On a des beaux textes, mais l'application de ces textes, c'est à géométrie variable, comme je l'ai dit, et au niveau des sanctions aussi. Quand les gens fautent, il n'y a pas de sanctions. Et les sanctions, vous verrez que ceux qui
qui sont sanctionnés, c'est peut-être ils ne sont pas aujourd'hui avec le prince du jour, ou bien peut-être c'est des gens qui sont à une position où ils sont quand même assez menaçants pour le pouvoir en place. Effectivement, on est amené à les sanctionner. Sinon, les vrais fauteurs à ce niveau ne le sont pas. Honorable Touré, est-ce que l'Assemblée a suffisamment fait pour arrêter le fléau? Bon, moi je ne sais pas comment je viens d'arriver à l'Assemblée, moi je ne sais pas ce que l'Assemblée a fait dans le passé, mais simplement je voudrais simplement vous dire que je reviens aux mêmes propos qui ont été tenus par mon ami Dembélé pour dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne va jamais vaincre la corruption tant qu'il y a l'impunité. De deux, on ne peut pas vaincre la corruption si ceux-là même qui doivent travailler à ce que le fléau soit querellé, c'est eux-mêmes qui fautent. C'est ça, je vous dis. J'ai dit que les petits là, ils volent, mais ils ne volent pas pour eux seuls, ils volent pour les autres. Et ils ne voudront jamais les laisser partir parce qu'ils vont les dénoncer. C'est une bande organisée? C'est une bande organisée, c'est tout. Et tant que ça ne va pas finir, et tant qu'on va rester dans ce pays-là où chacun va dans le pouvoir simplement pour se cacher, pour être couvert, on ne s'en sortira pas. Il faudrait que les gens, on les accepte. Parce qu'ils ont, à un moment donné, accepté de venir avec vos idéaux, non aller pour se cacher, parce que tout simplement le pouvoir est là. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est le secret de Polichinelle. Rien n'est caché. C'est ce que je vous dis, il faudrait qu'on change de mode de gouvernance. C'est simplement la mauvaise gouvernance, dans tous les sens, que ce soit horizontal, vertical. Ce n'est qu'un problème de mauvaise gouvernance. Et tant qu'on ne quittera pas dans ce problème de mauvaise gouvernance, on n'en finira pas. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous pouvez sanctionner les autres. Et vous voyez, hein, c'est les petits seulement qu'on sanctionne parce que vous n'avez pas suffisamment volé. Quelqu'un qui vole des milliards, vous ne le verrez jamais avoir des problèmes. Je vous dis, on le fera fuir. Mais c'est les petits là qui nous volent 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est eux qu'on on enferme. Les autres là qui ont volé beaucoup là, ils ont donné à tous les niveaux. Rien ne leur arrive. Ok, la question intéresse tant les Maliens, les auditeurs ont réagi. Parmi les questions posées par les auditeurs, quel rôle le Parlement peut-il jouer dans la lutte contre la corruption? Comment la société civile peut-elle aider le Parlement à mieux jouer son rôle dans la lutte contre la corruption? Et troisième question, la loi sur l'enrichissement illicite est-elle suffisante à elle seule à régler la question de la corruption? Honorable Doumbia. Bon, avant de répondre à cette série de questions, moi je vais réagir un peu. Je crois que la corruption, c'est un phénomène social. C'est un phénomène social, c'est que ça commence depuis dans les familles. Et c'est un problème culturel. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à qualifier quelqu'un qui ne touche pas aux deniers publics de maudit ou de ceci, cela. Parce qu'au niveau même de notre société, c'est que les gens ont pris l'habitude, à chaque fois que leurs parents arrivent à un degré de responsabilité, s'ils ne volent pas, c'est comme s'ils étaient maudits. C'est là où réside le grand danger. Si depuis à la base, on pense qu'on n'a pas du moins le respect pour la chose publique, il va sans dire que ça se répercute. Mais de là aussi à dédouaner les dirigeants, non. Ce qui est sûr, même si, parce qu'on a tendance, on a l'habitude de dire, le peuple ne connaît pas ses propres intérêts. Maintenant, c'est les dirigeants de montrer le bon exemple. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais il faudrait aussi qu'on voie au niveau de notre culture, de notre éducation, d'inculquer dans la tête des gens que le bien public est sacré et que le bien public, on ne doit pas le détourner. Maintenant, par rapport à la question posée par les auditeurs, le Parlement, je crois qu'il faut recentrer les choses. Le Parlement a un rôle législatif et un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Et je crois que le Parlement, en faisant l'effort de voter même la loi sur l'enrichissement illicite, a à cœur de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, la société civile peut travailler de concert avec les parlementaires pour pouvoir dénoncer ensemble, pour pouvoir voir ensemble qu'est-ce que le gouvernement fait en matière de lutte contre la corruption. Cela est d'autant plus nécessaire que j'ai dit tantôt que mon réseau serait très heureux de recevoir la société civile, de discuter avec elle, de voir avec elle comment est-ce qu'on peut engager des actions communes pour lutter efficacement contre ce fléau qui détruit tout un peuple. Parce que
si vous prenez aujourd'hui, c'est que s'il y a le développement de l'Afrique qui est freiné, c'est dû carrément à la corruption. Tant qu'on ne va pas vaincre la corruption, l'Afrique ne se développera pas. Le Mali, faisant partie de l'Afrique et qui est aujourd'hui cité en matière de corruption, ne va jamais décoller. Monsieur Damélé, la société civile, quel rôle elle peut jouer en synergie avec... je réponds à l'affirmative à l'invitation de l'honorable Doumbia. Je pense que hormis là, on pourra avoir une plateforme d'échange. Mais pour continuer toujours dans ce cadre, c'est que quand vous voyez un peu, nous avons eu la chance de faire un rapport d'évaluation sur le plan national d'action des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière. Je pense qu'il a été présenté effectivement au niveau de l'Assemblée pour faire le point de la mise en œuvre par rapport à ces états généraux, effectivement, ou souvent qui étaient d'application très simple. Je prends un exemple tout de suite où par rapport à nos corps habillés, on disait par exemple pour les policiers, il faudrait que chaque policier ait un badge avec son nom et son grade. Au moins, à partir de là, si la personne faute et qu'il n'y a pas de sanction derrière, on sait que la population civile qui est là peut toujours prendre son téléphone, parce qu'au même moment, on avait associé à cela avec un numéro vert où les gens peuvent appeler dessus pour effectivement dénoncer un certain nombre de faits par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça, c'est des choses d'application simple qui ne sont pas mises en œuvre. Et effectivement, pour revenir à cela, c'est qu'il y a un problème d'éducation derrière. Tant que à la base, l'instruction civique à la base n'est pas dénoncée, n'est pas bien faite, comme le député vient de le dire, nous pensons aujourd'hui que quand vous êtes à un poste de responsabilité, vous ne détournez pas, vous êtes un maudit. Et il faudrait que nous sortons tous de ce carcan. On a les pressions sociales avec la famille, les amis, etc., qui vous poussent à le faire. Il faudrait qu'on prenne de la hauteur par rapport à cela pour ne pas tomber dans le cadre de la corruption. Okay. Parce qu'on se dit quand il y a corruption, quand on parle de corruption, il y a un corrupteur et un corrompu à ce niveau. Honorable Touré, est-ce que de quand on parle du salaire bas comme une explication au phénomène? Il paraît que le salaire bas du Malien comme explication au phénomène. Absolument, j'ai dit qu'il faudrait mettre les gens dans les conditions. Quand vous ne les mettez pas dans les conditions et qu'un chef de famille qui gère des millions, il n'a pas de 2 000 ou 3 000 francs à mener dans sa famille, mais je crois qu'il sera tenté à aller. J'ai dit qu'il faut mettre les gens dans les conditions. Et j'ai dit, vous avez parlé du Parlement, vous avez parlé de la société civile et de cette loi comme étant pouvant lutter contre la corruption. Parlant du Parlement, j'ai dit les parlements africains en général, le Parlement malien, ils sont tous les mêmes. C'est des parlements où les majorités sont acquises à l'exécutif. Quels que soient les scandales financiers, ils peuvent interpeller le gouvernement ou interpeller les ministres, ils ne le feront pas. Parce qu'on va leur dire qu'ils sont en train d'exposer le gouvernement. C'est ça le problème. Alors que, en fait, les fonctions sont séparées. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais chacun doit jouer son rôle. Mais ce n'est pas notre entendement, ce n'est pas notre vision, notre manière de voir. Il faudrait, parce que dans certains parlements, on se conforme même avec l'exécutif. Donc, vous ne pouvez pas lutter. Donc, le Parlement africain en général, le Parlement malien, moi, je crois que tel que ça se passe aujourd'hui, je crois qu'on ne pourra pas lutter. Parce qu'on ne pourra même pas interpeller quand il y a des scandales. Par rapport à la société civile, c'est ce que je vous dis. La société civile doit être forte. Mais qu'est-ce qui se passe? Je respecte certains leaders de la société civile malienne qui méritent quand même d'être salués sur cette antenne, mais par contre d'autres, c'est quoi? Ce n'est absolument rien que chercher un poste. Si vous avancez là-dedans jusqu'à ce que vous ayez des relations avec le pouvoir, c'est fini, vous vous taisez. Voilà, c'est ce qui fait que même des religieux peuvent se confondre dans des choses de ce genre. Alors que si les religieux se mettent à l'écart du pouvoir politique, ils peuvent jouer leur rôle sans que personne ne parle mal d'eux. Mais malheureusement, chacun veut le pouvoir, chacun veut l'argent. On ne peut pas s'en sortir. Et par rapport à l'enrichissement illicite, ça ne suffit pas. Parce que c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire quand on met en œuvre une loi, il faut que la loi s'applique à tous. Comme le président de la République l'a dit, nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Tant que ce ne serait pas comme ça va aboutir à quoi? Absolument rien. Vous mettez l'enrichissement illicite, vous ne poursuivez que les gens qui ne sont pas de même obédience que vous. Vous ne poursuivez que les petits poissons. C'est ce que j'ai dit l'autre jour. Moi, j'ai vu un cas frappant. On prend un petit tablier qui est parti payer de machin d'une cigarette prohibée au Dabanani. Mais les grossistes sont là-bas.
Les policiers ne peuvent pas y aller les prendre, mais on prend ce petit-là, on le met en prison. Ça, c'est quoi ça? Mais pourtant, au Dabanani, tout le monde sait que c'est là-bas qu'ils ont payé la marchandise. Et ça, je l'ai dit au commissaire. Je dis, moi, je ne comprends pas. Vous savez là où se trouve la cigarette? Ça, ce n'est pas un paquet, ça, c'est un des cartons. Moi, je ne suis pas contre les fraudeurs, mais je dis, laissez les autres tranquilles. Dès l'instant que vous ne poursuivez pas les gros, laissez les petits aussi tranquilles. Honorable Doumbia, cette loi qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale, la loi contre l'enrichissement illicite, c'est une loi, comme on l'a dit au cours de ce débat, c'est une loi qui vient à propos. Mais est-ce que cette loi permet-elle de lutter efficacement contre la corruption? Non, j'ai bien dit que l'Assemblée, en votant cette loi, a à cœur, en tout cas, de renforcer l'arsenal juridique de lutte contre la corruption. Mais la loi à elle seule ne suffit pas, parce qu'il ne suffit pas de faire la loi, il faudrait quand même que ça soit appliqué. Et pour que ça soit appliqué, ce n'est pas le Parlement. Ça, c'est le rôle de l'exécutif et du judiciaire. Et ça, c'est aussi le rôle de la société civile de dénoncer. Et voilà. Donc, cette loi seule ne permet pas de vaincre la corruption. Mais c'est un instrument de lutte, en tout cas d'assainir un peu